Salut tout le monde, ce soir nous partons pour une petite aventure. Imaginez, vous vous réveillez sur un lit de feuilles mortes, le dos engourdi, l'air saturé d'humidité. Il ne fait ni jour ni nuit, seulement cette lueur grisâtre qui filtre à travers l'ouverture d'une grotte. Vous avez froid, vous avez faim, et mauvaise nouvelle, vous êtes un homme préhistorique. Aucun téléphone, aucun Uber Eats, juste vous, votre corps gelé et la nature qui ne vous doit strictement rien. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et tant qu'à faire, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous ouvrez les yeux. C'est humide. La pierre froide colle à votre peau nue. L'odeur? Un doux mélange de cendres anciennes, de terre, de mousse et de quelque chose de probablement mort. Le plafond de la grotte suinte légèrement. Des gouttes tombent au hasard et certaines atterrissent pile entre vos omoplates, comme pour rappeler que la nature a de l'humour. Glacial. Il fait environ 3 degrés. Vous claquez des dents, mais pas trop fort, de peur d'alerter une bestiole quelconque. Oui, parce que dans ce charmant BNB troglodytique, il se peut très bien que vous ne soyez pas seul. Un hérisson géant, un serpent affamé, ou pire, une araignée dont les archéologues n'ont pas encore trouvé les fossiles parce qu'ils ont pris la fuite avant de la dessiner. Votre premier réflexe serait peut-être de vous lever, mais vos muscles protestent, raides comme des branches mortes. Votre matelas improvisé est une épaisse couche de fougères aplatie qui sent la cave et l'espoir perdu. Vous prenez une profonde inspiration. Erreur. Un parfum prononcé de champignons fermentés vous assaille. C'est peut-être comestible, mais on ne va pas tenter l'expérience tout de suite. Autour de vous, quelques objets rudimentaires. Un caillou un peu plus tranchant que les autres, une touffe de poils accrochée à un os. Oui, c'est aussi glamour que ça en a l'air. Et des cendres froides, preuve que le feu a existé ici, dans une vie antérieure, peut-être la vôtre. Vous essayez de vous rappeler comment vous êtes arrivé là. Mais non, rien. Juste le silence de la préhistoire. Bon, pas tout à fait le silence. Un léger raclement, un craquement de brindilles. Ah, ça commence. Le bruit vient de l'entrée de la grotte. Vous tendez l'oreille, un animal sans doute. Ou alors un autre humain. Ce qui, dans ce contexte, pourrait être bien pire. Les anthropologues s'interrogent toujours sur les relations exactes entre tribus. Accueillantes, hostiles ou tout simplement confuses. Les débats universitaires font rage, mais dans l'instant, vous espérez juste que cette chose ne vous a pas encore repéré. Votre estomac grogne, littéralement. Il fait plus de bruit que vous. Vous vous demandez si on peut manger de la mousse. Les données archéologiques sont floues. Certains suggèrent donc que les hommes des cavernes grignotaient tout ce qui ne les mordait pas d'abord. Vous vous levez enfin. Vos genoux craquent comme du bois sec. Chaque mouvement vous rappelle que votre corps moderne n'est pas franchement équipé pour la vie en grotte. Mais bon, vous avez survécu à la première heure. Et ce n'est pas rien. Vous vous approchez de l'entrée. Dehors, c'est gris. Une brume opaque flotte au ras du sol, rendant le monde aussi accueillant qu'un frigo géant. Quelques arbres tordus se dressent au loin comme des spectres figés dans le froid. Vous inspirez à nouveau. Cette fois, c'est du bon air, frais, humide, mais libre. Et là, vous réalisez l'ampleur de la tâche. Il va falloir trouver à manger, à boire, du feu, un abri digne de ce nom, et accessoirement éviter de mourir dans les 12 prochaines heures. Rien que ça. Une anecdote insolite vous revient à l'esprit. Certains chercheurs pensent que les hommes préhistoriques utilisaient des excréments d'animaux séchés comme combustible, autrement dit le caca sec. Soudain, le tas étrange près de l'entrée prend un tout nouveau sens, et peut-être une utilité inattendue. Non, vous n'allez pas le ramasser, pas tout de suite. Vous faites un pas dehors. Le sol est gelé, vos orteils protestent bruyamment, mais vous êtes debout, en vie, et ridiculement peu préparé. Une pierre plate vous fait trébucher presque aussitôt. Vous tombez dans un buisson de ronces basses et silencieuses. Félicitations,
Vous venez d'inaugurer votre premier combat contre la nature. Score, buisson 1, homme des cavernes 0. Mais vous vous redressez, vous vous secouez, vous êtes prêt. Enfin, à peu près. La survie peut commencer. Taper des pierres, hein? Vous pensiez que c'était simple? Spoiler, ça ne l'est pas. Surtout quand vos doigts sont si engourdis que même tenir un caillou devient une entreprise audacieuse. Vous vous êtes installé à l'entrée de la grotte, là où la lumière blafarde du matin préhistorique éclaire un coin de pierre relativement sec. Vos genoux sont sales, vos pieds aussi. Tout, en fait, est sale. Mais vous avez un objectif, faire du feu. Parce qu'avec un feu, vous pourrez vous réchauffer, cuire ce que vous attraperez, on reste optimiste, éloigner les bestioles hostiles, et surtout, impressionner potentiellement une tribu voisine avec votre savoir-faire technologique rudimentaire. Vous avez entendu dire que les hommes préhistoriques utilisaient des silex et de la pyrite. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi ressemble la pyrite. Mais vous avez 2 pierres. C'est un début, vous les frottez, rien. Vous les cognez. Un bruit sec, une vibration dans vos bras, rien. Vous essayez un angle différent. Et là, miracle, une étincelle, puis plus rien. Cela vous prendra 2 bonnes heures, 3 ampoules, quelques jurons inaudibles, et une technique inventée sur le moment impliquant vos genoux, un peu de mousse sèche que vous avez courageusement grattée de votre lit, et un souffle régulier pour enfin obtenir une fine fumée, puis soudainement une flamme. C'est minuscule, ça vacille, c'est beau comme un lever de soleil, mais version barbecue. Vous tombez à genoux devant ce petit miracle de la physique ancienne. Vous avez créé le feu. Techniquement, vous avez frotté des cailloux jusqu'à ce que quelque chose s'enflamme. Mais peu importe. Vous vous sentez comme un héros de documentaire animalier, seul, affamé et dangereusement fasciné par un truc qui pourrait vous cramer les sourcils. Historiquement, les archéologues ne sont pas tous d'accord sur l'apparition exacte de la maîtrise du feu. Certains pensent que l'Homo erectus jouait déjà au pyromane il y a plus d'1 million d'années. D'autres estiment que c'était plus un heureux accident qu'un véritable savoir-faire. Les débats universitaires modernes sont passionnés, mais vous avez des étincelles, et ça suffit pour l'instant. La chaleur est douce. Elle commence à ramollir vos doigts, votre morale et votre détermination chancelante. Vous en profitez pour inspecter vos outils, ou ce qui en tient lieu. Une pierre un peu plus affûtée, un bâton que vous avez mâchouillé machinalement, mauvaise idée, il était amer, et un tas de feuilles sèches que vous avez amassées en prévision d'un lit plus moelleux que la dalle de granit sur laquelle vous avez dormi. Le feu crépite doucement. Vous le regardez, hypnotisé. Il est incroyablement vivant. Chaque flamèche danse, tourbillonne, lèche l'air et les brindille avec une grâce chaotique. Vous réalisez que dans un monde sans rien, ce feu est tout. Vous avez aussi remarqué que ça éloigne les insectes, enfin, sauf ce moustique géant qui semble s'être entraîné en salle de muscu. Il fait le tour de votre tête comme un drone néolithique, déterminé à prélever son dû. À ce moment précis, vous entendez un grognement, le genre profond, caverneux. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre estomac, ce n'est pas un bruit que vous souhaitez entendre. Vous vous figez, le bâton pointu en main, on ne sait jamais. Mais il n'y a rien à l'horizon, juste la forêt brumeuse, dense et pleine de mystères. Le feu crépite. Vous vous persuadez que c'était le vent, un vent qui gronde, avec des dents. Mais bref, le feu est là. Concentrons-nous. Vous décidez d'en faire bon usage, vous essayez de faire sécher vos pieds. Mauvaise idée. Vous les avez posés un peu trop près, et maintenant, ils sont à la fois brûlés et toujours humides. Félicitations. Une double sensation très spéciale, que seuls les campeurs très distraits connaissent. Alors que vous observez votre feu, une anecdote amusante vous traverse l'esprit. Certaines peuplades du Paléolithique conservaient des braises dans des coques de tortues ou des cornes creuses pour transporter le feu lors de leur déplacement. Vous regardez votre maigre équipement. Pas de tortue, pas de cornes, juste vous, votre feu de poche de fortune et une motivation à toute épreuve. Et puis, il y a ce moment absurde, ce moment où vous commencez à lui parler. Oui, au feu. Il est la seule chose réconfortante autour de vous. Il vous réchauffe, il ne vous mord pas. Il ne vous juge pas, enfin vous espérez,
Vous lui donnez même un nom, Gaspard. C'est bête, mais ça aide. Le feu vous donne un sursaut d'énergie. Vous pouvez survivre ici, du moins jusqu'à ce que Gaspard meure faute de combustible. Vous partez donc en quête de bois sec, armé de votre bâton et d'une détermination fragile. Sur le chemin, vous tombez sur des traces, 3 orteils, grands, profonds, et pas humains. Peut-être un oiseau géant, peut-être une blague du destin, vous préférez ne pas savoir. Vous continuez à marcher, ramassez quelques brindilles, puis quelques plus grosses branches que vous ramenez fièrement comme un chien rapportant un bâton 10 fois trop gros pour lui. Vous réalimentez le feu. Il reprend. Gaspard est heureux. Et vous aussi, un peu. Courir après le dîner, c'est une expression moderne. Mais à l'âge de pierre, c'est littéral. Vous avez froid, faim, et après votre modeste succès pyrotechnique avec Gaspard le Feu, vous vous sentez assez audacieux pour affronter ce que les paléontologues appellent le régime protéiné paléolithique. Viande maigre, beaucoup d'efforts et très peu de résultats. Vous partez donc à la chasse, et comme tout bon chasseur-cueilleur débutant, vous n'avez pas d'arc, pas de lance, pas de plan. Juste un bâton, votre instinct, peu fiable, et un peu d'espoir naïf. Vos pas s'enfoncent dans la terre molle. Vous progressez lentement dans la forêt, le sol est jonché de feuilles mortes, et chaque pas est un concerto de craquements. Autant dire que l'effet de surprise est proche de 0. Soudain, vous l'apercevez. Un cerf. Non, mieux, un mégacéros. Une sorte de super cerf préhistorique avec des bois si larges qu'on pourrait y faire sécher du linge. Il broute tranquillement, majestueux, ignorant totalement votre existence. C'est magnifique et terrifiant. Parce qu'il est gigantesque, aussi grand qu'un cheval et 3 fois plus nerveux. Votre premier réflexe est de foncer. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Le mégacéros vous repère, lève la tête, vous fixe, un instant d'éternité. Puis il bondit, plus rapide qu'un scooter de livraison, et s'enfuit à travers la forêt. Et vous le suivez. Pourquoi ? Parce que vous êtes affamé, désespéré, et que les documentaires ont tendance à vous faire croire que courir derrière un animal sauvage pendant 6 heures est une méthode viable. Vous courez. Enfin, vous trottinez. Enfin, vous marchez vite avec une respiration de lave-vaisselle. Vous trébuchez, vous glissez, vous vous cognez le tibia sur une souche mal placée, encore un grand classique de la vie sauvage. La poursuite devient absurde. Le cerf vous distance de plus en plus. Vous commencez à avoir des hallucinations. Est-ce qu'il a tourné à gauche ou à droite ? Est-ce que c'était vraiment un cerf ? Peut-être un très gros blaireau avec une couronne végétale. À ce stade, vous ne savez plus. Les historiens s'écharpent toujours sur les véritables techniques de chasse préhistoriques. Certains soutiennent la théorie de la chasse d'endurance, courir longtemps jusqu'à épuiser l'animal. D'autres suggèrent des pièges, des fosses ou la chasse coopérative. Mais vous, là, vous êtes seul, avec vos mollets en feu et une feuille collée sur le front. Après 1 heure de traque laborieuse, vous tombez sur une clairière. Pas de cerf. Juste un arbre solitaire et une mare d'eau stagnante. Vous vous y approchez en espérant boire. Mauvaise idée. L'odeur vous frappe d'abord. Un doux mélange de vase, d'ammoniac et de regret. Vous reculez, même la soif a ses limites. Mais en scrutant le sol, vous remarquez une chose curieuse, des empreintes, plus petites que celles du cerf, et fraîches. Vous les suivez, cette fois, plus prudemment. L'air est plus lourd ici, saturé de silence. Et puis, vous l'entendez, un bruissement. Léger, très proche, vous écartez doucement des fougères épaisses, et là, miracle, un petit animal. Un lagomorphe préhistorique, genre de lièvre des cavernes. Pas aussi impressionnant qu'un mégacéros, mais soudainement bien plus réaliste. Vous levez lentement votre bâton. Votre cœur bat la chamade. Et il vous voit, il bouge à peine, vous y croyez, et puis il éternue. Littéralement. Un petit atchoum à peine audible. Et s'enfuit dans un buisson avec une vitesse qui ferait rougir un guépard moderne. Vous restez là, bras levés, hébété. Bon, le déjeuner est annulé. Vous vous asseyez sur une pierre, la laine courte, le soleil monte paresseusement dans le ciel. Il ne vous chauffe pas, mais il rend l'instant moins cruel. Vous sortez de votre poche une petite racine que vous aviez ramassée plus tôt. Est-ce comestible ? Peut-être. Peut-être pas. Vous la mâchouillez,
Elle est fibreuse, sèche, terreuse et vaguement sucrée. Vous survivez. Petit fait curieux, certaines tribus consommaient de la terre ou de l'argile pour compléter leur alimentation en minéraux. Est-ce que vous en êtes déjà là? Disons que vous y pensez. Vous finissez par rire, tout seul. Un rire de fatigue, un peu fou, un peu triomphant. Vous n'avez rien attrapé. Mais vous êtes encore en vie. Vos jambes sont en feu, votre ventre crie famine, et votre dignité est quelque part sous une souche. Mais vous continuez. Alors vous rebroussez chemin, lentement. Vous laissez le cerf légendaire à ses bois géants et à sa vitesse absurde. Vous rentrez à votre feu, à Gaspard. Peut-être que lui, au moins, sera encore là. De retour auprès de Gaspard, votre vaillant petit feu toujours vaillant, bien que légèrement chétif, vous vous affaissez avec un soupir qui aurait pu éteindre une torche. Vous êtes fatigué. Vous avez couru après une créature mythique. Vous n'avez rien attrapé. Et maintenant, votre estomac fait un bruit qui attire les oiseaux. Pas pour vous aider, plutôt pour vérifier si vous êtes déjà mort. Alors vous entrez dans la seconde activité préférée des chasseurs-cueilleurs. Cueillir. Ce qui veut dire errer lentement en espérant que la nature ait laissé traîner un goûter pas trop toxique. Vous n'espérez même plus un repas. Juste un truc croquant. Ou moelleux. Ou vaguement comestible. À quelques pas de la grotte, vous découvrez un buisson. Des baies. Elles sont petites, rouges, brillantes. Et c'est là que l'instinct de survie entre en conflit direct avec l'instinct de grignotage. Vous les touchez, trop lisses, trop rouges. Vous les regardez comme si elles allaient vous faire un clin d'œil maléfique. Les spécialistes modernes estiment qu'environ 70% des plantes sauvages d'apparence sympathique sont au mieux laxatives, au pire, disons, mémorables. Et pas dans le bon sens. Vous reculez prudemment. Et là, miracle. Une racine dépasse du sol. Vous grattez un peu autour. C'est un tubercule ou un piège. Les historiens s'arrachent encore les cheveux pour savoir ce que les hommes préhistoriques considéraient comme comestible. Les fouilles indiquent des restes de joncs, de nénuphars, de glands, et probablement de nombreux paris ratés. Vous mordez dans la racine, c'est sec, ça crisse entre les dents. Vous avez l'impression de mâcher une semelle. Mais votre estomac grogne d'approbation. Vous êtes peut-être sur la bonne voie. Alors vous en arrachez 2 autres, les mettez de côté et continuez votre exploration. Vous repérez un arbre dont les feuilles vous semblent familières. Enfin, pas vraiment. Mais elles ont une forme rassurante. Vous en froissez une, la sentez, odeur de rien. Ce qui est mieux qu'une odeur d'alerte biologique. Vous la goûtez. Juste le bout. C'est amer. Très amer. Votre langue proteste. Vos papilles écrivent une lettre de démission, mais vous survivez. Une victoire de plus. En fouillant un peu plus loin, vous tombez sur une souche couverte de mousse. Une mousse jaune, pâle, moelleuse, un peu poisseuse. Ça vous rappelle vaguement quelque chose, jusqu'à ce que vous y repensiez. Non, ce n'est pas du fromage vieilli. C'est probablement toxique. Vous reculez. Fun fact, dans certaines régions, les premiers humains faisaient d'eux fermenter des racines dans de petits trous remplis d'eau de pluie pour en neutraliser les toxines. Oui, ça signifie que quelqu'un, un jour, a décidé d'attendre plusieurs jours pour tenter à nouveau une racine qu'il savait déjà mauvaise. L'espoir est une force étrange. De retour à la grotte, vous étalez votre butin. 3 racines, 2 feuilles et une sorte de bulbe inconnu que vous avez ramassé par curiosité. Vous le placez près du feu. Gaspard crépite doucement, comme pour vous souhaiter bonne chance. Vous tentez une cuisson rudimentaire. Vous enfilez la racine sur un bâton et la tenez au-dessus des flammes. Ça noircit rapidement. Vous avez officiellement réinventé la cuisine carbonisée. Mais ça sent étonnamment acceptable. Vous mordez. L'extérieur est dur comme de la céramique. L'intérieur est chaud, pâteux et encore amer. Mais il y a quelque chose de rassasiant là-dedans. Ce n'est pas bon, mais c'est mieux que rien. Une anecdote vous revient. Les aborigènes australiens cuisinaient certaines plantes toxiques pendant des jours pour en éliminer les poisons. Certains tubercules exigeaient même 5 à 6 cycles de trempage, cuisson et rinçage. Vous avez grillé le vôtre en 5 minutes. Mais la tradition commence quelque part, non ? Vous finissez votre racine, buvez 2 gorgées d'eau froide prélevée dans une feuille en forme de cuvette, pas très propre, mais mieux que la mare d'ammoniac, et vous sentez une fatigue douce monter,
pas encore pour dormir, mais le genre de lassitude heureuse qui suit un combat ridicule avec la flore. Et alors que vous contemplez le ciel qui commence à rosir, vous vous dites que la vraie leçon, c'est que même dans un monde où la nourriture ne pousse pas sous plastique, l'humain a toujours trouvé le moyen de grignoter entre les repas. Un léger bruit vous fait sursauter. Un oiseau ? Non. Juste le vent. Ou peut-être Gaspard qui éternue. Vous le regardez. Il affaiblit. Vous soufflez doucement. Il reprend. Vous souriez. Lui, au moins, est fiable. Et puis vous repensez à la racine. Était-elle vraiment comestible ? Peut-être. Peut-être pas. Mais vous êtes encore là, pour le moment. Il est possible que vous ayez trop rapidement célébré la victoire des racines cuites, car à peine avez-vous terminé votre pitance primitive qu'un son sourd se fait entendre à la lisière des arbres. Pas le genre de bruit que fait une branche qui tombe. Non, plutôt un grognement. Profond, gras, vibrant. Vous vous figez, littéralement. Vos mains s'arrêtent de mimer une danse de satisfaction culinaire. Votre mâchoire reste suspendue dans une posture de mastication figée. Et ce son revient, plus proche. Cette fois, vous sentez même une petite vibration dans le sol, le feu. Gaspard, votre fidèle compagnon chaleureux, crépite doucement. Il n'a pas peur. Mais vous commencez à faire un rapide inventaire mental de tout ce qui pourrait ressembler à une arme. Résultat, une pierre, un bâton. Votre regard menaçant, niveau, enfant de 5 ans contrarié, et votre courage très hypothétique. Le grognement se transforme en sorte de grondement rythmique, et là, à la lueur dansante du feu, vous voyez quelque chose bouger. 2 yeux, légèrement phosphorescents, une ombre, une silhouette basse, puissante, musclée, et rayée ? Oh ! Non, c'est un tigre à dents de sabre, ou quelque chose de très proche, un félin du Pléistocène, doté d'une mâchoire si large que l'on pourrait y perdre sa dignité. Et accessoirement sa tête. Il vous observe, vous l'observez. Il cligne, vous clignez. Il avance d'un pas, vous ne bougez pas d'un cil, et à ce moment-là, quelque chose d'étrange se produit. Un bruit derrière lui, un craquement. Le félin tourne la tête, une branche chute, et il s'en va, tranquillement, comme un chat de salon qu'on aurait interrompu dans sa sieste. Pas de rugissement, pas d'attaque, juste une absence soudaine. Vous, en revanche, êtes toujours immobile. Vos jambes refusent de coopérer. Vous êtes figé par la peur et un respect profond pour les hasards favorables de la forêt. Les chercheurs s'interrogent encore. Les tigres à dents de sabre chassaient-ils vraiment les humains ? Ou étaient-ils opportunistes ? Les paléontologues comme n'ont pas tranché. Certains pensent qu'ils préféraient de loin les proies plus charnues, mammouths, paresseux géants, joueurs de tambourins maladroits. D'autres avancent que l'humain préhistorique était un casse-croûte tout à fait raisonnable, quand bien cuit. Vous penchez pour la version diplomatique. Vous n'êtes pas au menu aujourd'hui. Merci, Dame Nature. Vous finissez par vous asseoir. Votre cœur bat la samba. Vos jambes sont en mousse. Gaspard vous réchauffe un peu et vous commencez à retrouver une respiration normale. Vous regardez autour de vous en quête de traces. Rien. Pas même une empreinte. Mais vous avez appris quelque chose. La nuit préhistorique n'est pas silencieuse. Elle est remplie de murmures, de feux follets, de prédateurs qui passent d'Yambi sans bruit. Ce n'est pas un univers de bruit et de fureur. C'est un monde d'attente, de tension. Pour vous calmer, vous grattez la terre avec votre bâton. Vous tracez des cercles, puis un soleil, puis une forme bizarre qui pourrait être vous, ou un hérisson qui vous ressemble. Ce gribouillage vous apaise. Une anecdote vous revient. Certaines grottes ornées montrent des animaux énormes, mais aussi des formes humaines minuscules ou grotesques. Était-ce de l'art, de la magie, ou juste un passe-temps pour survivre à la peur de la nuit ? Les débats font rage encore aujourd'hui. Certains chercheurs parlent même d'art-thérapie néandertalienne. Alors vous continuez, vous dessinez dans la terre humide. Vous entourez Gaspard de petits cailloux pour le protéger. Vous vous parlez doucement. Et vous évitez de regarder les arbres trop longtemps. On ne sait jamais qui vous observe encore. Le ciel s'assombrit plus nettement maintenant. Il n'y a plus ce voile de lumière de fin d'après-midi. C'est le crépuscule. Le vrai. Le moment où les choses sans nom sortent marcher entre les troncs. Vous ne savez pas vraiment comment vous allez dormir cette nuit.
mais vous avez survécu à un félin préhistorique. Vous avez eu un dîner, aussi modeste soit-il. Vous avez un feu et une série de dessins rudimentaires que vous pourriez revendiquer comme une œuvre d'art si jamais un archéologue la découvre dans 20 000 ans. Vous vous pelotonnez contre la paroi rocheuse, à portée de chaleur. Vous écoutez le vent, les feuilles, un cri d'oiseau lointain, pas de grognement cette fois, et pendant un instant, un tout petit instant, vous vous sentez presque en sécurité. Alors, maintenant que vous n'avez pas été dévoré, il reste un détail non négligeable, vous êtes toujours nu. Ou presque. Une petite liane en guise de ceinture ne suffit pas à vous protéger des éléments, ni des jugements silencieux des écureuils préhistoriques qui vous observent depuis les branches avec un air à la fois inquiet et moqueur. Votre première mission du matin, après avoir vérifié que le tigre n'était pas revenu, ouf, et que Gaspard le feu s'est maintenu en vie, double ouf, consiste à résoudre la grande question vestimentaire de la préhistoire. Comment se couvrir avec ce qu'on a sous la main sans ressembler à une dinde empaquetée pour Noël? Vous partez en quête de matériaux. Quelques feuilles larges, oui, mais elles collent, littéralement. Et elles ont une fâcheuse tendance à se déchirer dès que vous bougez, vous abandonnez. Ensuite, vous repérez une peau, pas de panique, ce n'est pas une scène morbide, c'est simplement une vieille peau de bête abandonnée dans un coin de la grotte. Elle est raide, sans le fromage oublié dans une boîte à gants, mais c'est un début. Vous tentez de la déplier, elle craque comme une biscotte trop cuite. Vous la tapotez, la massez, lui murmurez quelques mots doux, rien n'y fait. Alors vous la mouillez un peu et tentez de la ramollir près du feu, ça marche. Un peu. Elle devient plus souple, moins hostile. Ensuite vient le moment couture, ou plutôt couture approximative. Vous trouvez une épine solide, un nerf sec, oui, un nerf, vous préférez ne pas trop y penser, et vous vous improvisez styliste de l'âge de pierre. Vous cousez maladroitement quelques pièces de cuir souples entre elles. Cela prend des heures, littéralement. Vous piquez vos doigts, vous vous embrouillez dans les fibres, vous insultez intérieurement le concept même de tissu. Mais au bout d'un long moment, vous avez quelque chose, une sorte de tunique, moins robe de druide que sac de pommes de terre trouées, mais c'est chaud. Et c'est votre création. Vous enfilez ça fièrement. Vous êtes maintenant le top modèle, le plus tendance de l'ère glaciaire. Petit rappel historique, certaines des premières aiguilles connues datent d'environ 40 000 ans. Fabriquées en os poli, elles montrent que nos ancêtres savaient parfaitement transformer les peaux animales en vêtements résistants. Bon, vous venez juste de vous enfiler dans un truc qui sent le bouc rôti. Mais chaque époque a ses standards. Et puis il y a les chaussures. Vos pieds n'en peuvent plus. Entre les cailloux, les racines et les insectes qui les confondent avec des snacks, il est temps de les couvrir. Vous découpez 2 morceaux de cuir épais que vous pliez grossièrement autour de vos pieds et attachez avec des lanières. Le résultat, des chaussons rigides, bruyants, mais fonctionnels. Le confort, discutable. Le style, totalement assumé. Une anecdote vous traverse l'esprit. Certains groupes de chasseurs-cueilleurs plaçaient des herbes sèches à l'intérieur de leurs bottes pour isoler du froid. Vous essayez. C'est agréable. Enfin, au début. Puis une brindille s'enfonce entre 2 orteils. Vous grimacez. L'archéologie ne parle pas assez de ça. Ainsi équipé, vous sortez prendre l'air. Et surprise, vous n'avez plus aussi froid. Les couches de peau, de poils, de fibres et d'espoir font leur effet. Vous vous sentez presque invincible, sauf quand un corbeau préhistorique pousse un cri strident juste au-dessus de vous. Là, vous redevenez humble. Vous marchez un peu, redécouvrant la sensation de l'air froid sur un visage réchauffé. Vous êtes un humain habillé. C'est une avancée capitale. Et c'est ici, dans ce moment de grâce vestimentaire, que vous vous posez la question « Pourquoi la mode préhistorique n'a-t-elle pas survécu dans les défilés modernes ?» Les historiens ne sont pas unanimes. Certains pensent que les peaux de bêtes ont été abandonnées pour des raisons pratiques. D'autres suggèrent une lassitude générale à l'égard de l'odeur. Vous retournez à votre campement, vous asseyez près de Gaspard et observez vos œuvres, des vêtements de fortune, des chaussures grinçantes, une tunique qui vous gratte légèrement les côtes. Et là,
Malgré la fatigue, malgré la saleté, malgré l'odeur persistante de tanins mal rincés, vous êtes fier. Parce que survivre, ce n'est pas que manger et éviter les crocs, c'est aussi affronter l'ennemi silencieux qu'est le froid. Et aujourd'hui, vous l'avez fait avec style. Le ciel se couvre. Pas rapidement, non, lentement. D'abord quelques nuages paresseux, puis une masse compacte de gris froid qui s'installe comme une couverture humide au-dessus de la forêt. Vous le sentez. Il va pleuvoir. Et pas un petit crachin romantique, non. Une vraie pluie préhistorique. Une pluie à tremper un mammouth. Et vous, malheureusement, vous n'avez pas de parapluie. Juste une peau de bête cousue de travers, des chaussures faites avec votre imagination et un feu que la moindre goutte pourrait transformer en souvenir. La première goutte tombe, elle touche votre front avec une certaine autorité, comme si elle voulait dire « Je suis la première, il y en aura d'autres, prépare-toi ». Votre regard se tourne vers la grotte. Elle vous abritera, bien sûr, mais elle est suintante, froide et pas franchement agréable. Vous avez besoin de mieux, d'un abri, d'un vrai. Et ainsi commence votre mission, construire une hutte. Ou au moins un coin où vous ne serez pas rincé jusqu'aux os. Vous cherchez un endroit légèrement surélevé, hors de portée des flaques naissantes. Un renfoncement naturel entre deux rochers vous attire, ce sera votre chantier. Vous êtes à la fois l'architecte, l'ouvrier et le client mécontent. Première étape, les matériaux, branches, grandes feuilles, touffes d'herbe hautes, tout ce qui peut être détourné de sa fonction décorative en quelque chose d'à peu près étanche. Vous ramassez méthodiquement tout ce que la nature vous offre. Vous traînez une énorme branche comme si vous étiez un castor ambitieux. Vous coupez des feuilles avec votre pierre affûtée, à la précision discutable. Vous vous piquez, plusieurs fois. Une fois les matériaux rassemblés, vous commencez à assembler. Les branches principales, plantées en cercle, forment une sorte d'armature conique. Vous les attachez avec des lianes glissantes qui résistent mieux que vos nerfs. Les grandes feuilles viennent ensuite, que vous coincez, chevauchez, superposez avec toute la grâce d'un enfant en train de faire une cabane sous la table du salon. Et miracle, ça tient. Ce n'est pas beau. C'est même un peu inquiétant, vu de l'extérieur. On dirait une créature qui se serait endormie en boule. Mais c'est votre abri. Il y a de la place pour vous asseoir, vous recroqueviller et, avec un peu de chance, ne pas finir d'étremper jusqu'à la moelle. Les premiers rideaux de pluie tombent, doux au début, puis drus, pressants, incessants. Les feuilles bruissent, le sol se gorge d'eau, le vent siffle doucement entre les arbres. Et vous, dans votre hutte tremblante, vous écoutez. C'est bruyant, la pluie, quand on ne peut pas se cacher derrière une fenêtre. Petit fait historique, certaines tribus nomades utilisaient des peaux de bêtes tendues sur des armatures osseuses pour faire des tentes parfaitement étanches. D'autres enterraient des huttes sous terre pour rester à l'abri du vent. Vous avez improvisé avec des branches et de l'anxiété. Et, étonnamment, ça fonctionne. Bon, presque. Une infiltration d'eau commence par couler le long d'un des bâtons. Vous tendez la main. Goutte, goutte, goutte. Vous essayez de la détourner avec une feuille. Résultat, vous déclenchez une coulée entière sur votre épaule gauche. Félicitations. Vous venez de créer une gouttière intérieure. Mais vous tenez bon. Vous réajustez, vous renforcez, vous parlez à votre hutte. Comme vous avez parlé au feu, vous la baptisez Denise. Denise, la cabane de secours. Et Denise, fidèle à son nom, vous protège à peu près. Sauf quand un coup de vent fait s'envoler un pan entier de couverture. Vous courez le récupérer en criant des mots que personne ne comprendra avant 15 000 ans. Vous ramenez la feuille. Vous réparez. Les historiens débattent encore. Les constructions paléolithiques étaient-elles mobiles ou fixes? Était-ce l'œuvre des femmes, des hommes, des groupes entiers? Vous votez pour l'équipe. Parce que seul, c'est franchement pénible. Une fois à l'abri, vous observez la pluie. Elle tombe sans interruption. Votre feu est abrité sous un rebord rocheux, protégé de l'humidité, mais vous sentez que Gaspard n'apprécie pas l'ambiance. Il crépite moins. Il ronchonne. Vous le nourrissez de quelques brindilles sèches et lui soufflez un peu d'amour. Et là, dans la fraîcheur humide, dans l'odeur de mousse trempée et de terre battue, vous vous sentez vivant. Inconfortable, certes, mais vivant.
Vous tendez l'oreille, la pluie se mélange au bruit de la forêt, des appels d'animaux, le craquement d'un tronc, le sifflement du vent. Ce n'est pas une cacophonie, c'est une sorte de symphonie primitive. Et vous êtes au premier rang. Détrempé, mais privilégié. Alors vous vous recroquevillez dans Denise, vous vous enveloppez dans votre peau rêche, vous regardez la pluie. Et vous vous dites que parfois, même une hutte bancale peut être un château. Lorsque la pluie cesse enfin, c'est comme si le monde avait retenu son souffle. Un silence dense s'abat sur la forêt. Pas de chant d'oiseaux, pas de bruissement de feuilles, juste le goutte à goutte méthodique des branches dégorgeant leur trop-plein sur le sol détrempé. Vous sortez prudemment de Denise, votre abri fidèle qui sent maintenant le raton mouillé, les cheveux en bataille, les membres engourdis, mais l'esprit étrangement serein. La lumière est revenue, douce, voilée, presque laiteuse, et avec elle, une envie inattendue. Créer. Oui, c'est bizarre. Mais après le stress, le froid, la faim, les tigres et la couture sauvage, vous ressentez un besoin étrange de gribouiller quelque chose, de laisser une trace, de dire au monde, ou à un archéologue dans 17 000 ans, « J'étais là, et j'avais un sacré sens du style. » Vous prenez un morceau de bois brûlé, genre charbon de fortune, et vous vous dirigez vers la paroi intérieure de la grotte. L'endroit est sec, sombre, protégé. Un bon mur bien rugueux vous fait de l'œil. C'est votre toile. Premier trait, un cercle, puis un autre, puis des zigzags. Vous commencez doucement, pas à pas. Comme si vos doigts, engourdis de modernité, retrouvaient un vieux souvenir. Vous dessinez une main. Ou du moins quelque chose qui s'en approche. Elle a trop de doigts, ou pas assez. Vous recommencez. Et puis vous vous prenez au jeu. Vous tracez un cerf. Enfin, une créature à 4 pattes, 2 bois et un air suspect. Ensuite, un feu. Puis une figure humaine, toute droite, avec des bras levés. Est-ce vous ? Peut-être. Peut-être pas. Ça pourrait être une déclaration universelle. Voici l'humain. Il a froid, il danse et il mange des racines. Un détail curieux revient à votre mémoire. Certaines grottes préhistoriques présentent des dessins d'animaux superposés, comme si les artistes revenaient sans cesse au même endroit, modifiant, ajoutant, réinterprétant. Les spécialistes ne savent toujours pas pourquoi. Est-ce rituel, artistique ? Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était un langage visuel partagé ou une forme de thérapie collective contre la solitude glaciale. Vous continuez à dessiner des formes, des symboles, des spirales. Vous inventez même un animal qui n'existe probablement pas, une sorte de poulet à cornes. Pourquoi pas ? Peut-être deviendra-t-il célèbre après votre ère, et là, sans vous en rendre compte, vous vous mettez à fredonner. Un petit air, répétitif, hypnotique, presque une berceuse. Vos doigts suivent le rythme. Vous gribouillez avec de plus en plus d'assurance. Et soudain, vous réalisez que vous n'êtes peut-être pas le premier à faire ça ici. Sur un pan plus sombre de la paroi, légèrement masqué par une couche de suie, vous distinguez une empreinte de main. Petite, peut-être celle d'un enfant. Ou d'un adulte aux doigts fins. Vous passez le doigt dessus, elle est ancienne, mais elle est là. Elle vous regarde à travers les millénaires. Un frisson vous parcourt. Pas de peur. Un frisson de reconnaissance. Quelqu'un, un jour, s'est tenu exactement ici, a tendu la main et a dit sans mots « moi aussi ». Vous ajoutez la vôtre juste à côté, en frottant un peu de cendre sur votre paume et en la plaquant contre la roche. C'est maladroit, flou, mais symbolique. Une poignée de main à travers le temps. Les peintures rupestres, vous le saviez déjà, servaient peut-être à raconter des histoires, à transmettre des savoirs, à invoquer des esprits. Mais là, maintenant, pour vous, c'est juste une façon de ne pas vous sentir seul. Parce qu'entre un feu qui parle et une cabane qui fuit, vous aviez besoin de ça. Un geste gratuit, un peu de beauté dans la boue. Vous vous asseyez ensuite en tailleur, devant vos œuvres. Un petit musée, gratuit, moisi, mais à vous. Le feu vacille derrière vous. Le jour décline lentement. Vous grattez un peu de poussière, nettoyez vos doigts sales de charbon et vous allongez sur un lit de mousse un peu moins humide que celui d'hier. Vous vous sentez calme. Vous avez laissé une trace. Vous avez transformé la grotte en un temple de votre absurdité humaine. Vous avez décoré l'inconfort. Et ça, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Alors, vous fermez les yeux. Et juste avant de vous endormir, une dernière pensée vous traverse l'esprit.
Est-ce que les archéologues du futur verront aussi mon poulet à cornes? Le matin revient avec une lumière laiteuse et une bouffée d'air froid dans les narines. Vous vous étirez tant bien que mal, le dos coincé, les muscles courbaturés et les jambes étonnamment engourdies. Dormir dans une grotte sur un matelas de mousse légèrement humide, sans oreiller, ni couette, ni promesse de café, c'est une expérience. Pas une agréable, mais une expérience. Le feu Gaspard a survécu, par miracle. Il n'est plus qu'une pile de braises rougeoyantes qui respirent à peine, comme si elles aussi avaient eu une nuit difficile. Vous l'encouragez doucement, avec un souffle régulier, quelques brindilles que vous avez gardées au sec et un peu de mousse sèche. Il reprend vie, lentement, comme vous. Mais l'estomac, lui, ne veut rien savoir de votre lenteur. Il crie famine. Il envoie des signaux clairs, pas de racines cette fois. Quelque chose de consistant, quelque chose qui court, saute ou au moins cligne. Vous soupirez, vous vous levez, attrapez votre bâton aiguisé, que vous commencez à considérer comme un compagnon fidèle, même s'il ressemble davantage à une antenne de télé mal conçue, et vous partez à la chasse, ou plutôt à l'apiégeage. Aujourd'hui, vous avez un plan, un vrai. Vous avez vu ça dans des documentaires. Creuser un trou, y placer des pointes, le recouvrir de feuillage. Simple non. Vous commencez par choisir un petit sentier animal bien visible. Vous creusez. Enfin, vous tentez. La terre est molle mais farcie de racines, de cailloux et de vers qui vous regardent comme si vous les dérangiez dans leur brunch. Après 30 minutes, vous avez une cavité profonde de 20 cm et large comme un saladier. Pas exactement la fosse meurtrière attendue, mais bon, on improvise. Vous placez au fond une pointe en bois, taillée de travers, quelques cailloux, et recouvrez le tout de feuilles. Ça ressemble davantage à un piège pour orteils humains qu'à un piège pour proie, mais on fera avec. 2 heures plus tard, rien. Pas même une fourmi tombée dedans. Vous testez un autre système, le classique, la corde en lasso, sauf que vous n'avez pas de corde. Alors vous tressez des fibres végétales, long, pénible et franchement frustrant. Au final, vous obtenez quelque chose de vaguement solide, que vous suspendez entre 2 buissons avec un appât végétal, un gland luisant trouvé au sol. Vous vous cachez, vous attendez, 1 heure, 2, 3, rien. Sauf ce moment dramatique où un écureuil préhistorique, énorme, hirsute et visiblement intelligent, s'approche, renifle l'appât et déclenche le piège. Résultat ? Le lasso se resserre, autour du gland. L'écureuil s'enfuit avec un regard que vous interprétez comme moqueur. Peut-être qu'il l'enseignera à ses petits ce soir, comme une légende, et c'est là que le grand humain de feu a tenté de capturer mon goûter. Vous retournez à la grotte, un peu humilié, très affamé. Vous repensez à cette anecdote étrange. Certains groupes préhistoriques étaient peut-être semi-végétariens, non par choix éthique, mais parce qu'ils étaient tout simplement de très mauvais chasseurs. Les preuves archéologiques dans certaines zones montrent très peu d'os d'animaux. Les chercheurs débattent toujours. Était-ce un mode de vie choisi ou un désespoir stratégique face à des proies toujours plus rapides? Vous commencez à comprendre le dilemme. L'herbe n'est pas si mauvaise quand vous avez raté 3 tentatives de repas. Mais alors que vous reprenez le chemin du feu, tête basse et ventre vide, un bruit attire votre attention. Un bruissement léger derrière un buisson. Vous vous arrêtez, vous retenez votre souffle. Lentement, vous vous penchez. Et là, miracle, un lapin. Ou quelque chose qui y ressemble, petit, dodu, attentif. Vous avancez, doucement, bâton en main. Pieds nus, vos sandales ont rendu l'âme au milieu d'un bourbier plus tôt dans la journée. 1 pas, 2, 3, crac, une brindille, le lapin vous fixe, moment de flottement, et il s'enfuit, évidemment. Vous courez, par réflexe, vos jambes vous trahissent, vous trébuchez, vous tombez dans votre propre piège. Félicitations, vous êtes la première victime humaine du dispositif. Coincé dans votre trou ridicule, le visage contre la terre, vous vous demandez si Darwin, quelque part, soupire. Vous finissez par vous extirper, couvert de boue, la fierté aussi froissée que votre tunique en peau. Vous riez. Un vrai rire, épuisé mais sincère, parce qu'au fond, vous n'avez jamais cru attraper un lapin.
Vous espériez juste ne pas finir comme son repas. Et pour l'instant, vous avez gagné ce pari. Vous marchez lentement, sans but précis, juste pour faire circuler le sang dans vos jambes après cette chute embarrassante dans votre propre piège. Le soleil commence à décliner, projetant des lueurs dorées entre les troncs d'arbres. Et la lumière semble plus douce, moins hostile, comme si la forêt, après vous avoir malmené toute la journée, avait décidé de vous accorder un moment de répit. Et c'est là que vous les entendez, des voix, des chants, très faibles au début, portés par le vent. Un rythme régulier, des battements graves, une pulsation, des mots que vous ne comprenez pas, ou peut-être juste des sons, des souffles, des soupirs harmonisés. Votre instinct vous dit de fuir. Mais votre solitude vous dit « va voir ». Alors vous y allez, lentement, en retenant votre souffle. Vous grimpez sur un petit promontoire rocheux et vous les voyez. En contrebas, près d'un feu plus grand que Gaspard, une demi-douzaine d'humains. Des silhouettes sombres contre la lumière tremblante des flammes. Ils dansent. Enfin, ils se balancent. Une chorégraphie simple, instinctive. Des gestes ronds, des bras levés, des pieds pointeux qui frappent le sol avec régularité. Vous restez cachés, fascinés. Vous ne pensiez pas que d'autres existaient ici. Vous étiez seuls depuis toujours. Mais eux sont là, vivants, chauds, un rythme, en tribu. Vous vous approchez un peu plus. Un craquement vous trahit. L'un d'eux se fige, tourne la tête. Vous vous pétrifiez, moment de flottement. Et puis, il vous fait signe. Un geste lent, ouvert. Une invitation silencieuse. Vous descendez, prudemment. Chaque pas est une négociation entre le désir de lien et la peur de l'inconnu. Lorsque vous atteignez leur cercle, personne ne vous parle, personne ne vous interroge. On vous tend un petit récipient, une écorce creuse remplie d'un liquide tiède, vaguement sucré, légèrement fermenté. Vous buvez, vous souriez. On vous répond par un hochement de tête. Le chant continue, les percussions reprennent. Quelqu'un vous donne un tambourin rudimentaire, probablement une vessie animale tendue sur un cadre en bois, charmant. Vous tapez dessus, doucement d'abord, puis avec plus d'assurance. Le rythme vous saisit, vous devenez un battement parmi d'autres. Les anthropologues modernes s'accordent, la musique est l'un des plus anciens langages partagés. Elle précède l'écriture, elle transcende les différences. Certains pensent qu'elle servait à créer la cohésion dans les groupes, à ritualiser les émotions, à organiser le chaos du monde extérieur. D'autres y voient une simple réaction biologique aux besoins de rythme, de mouvement, de chaleur humaine. Vous, là, maintenant, vous vous en moquez un peu. Vous êtes au milieu d'un cercle. Vos mains réchauffées battent en cadence. Votre cœur suit. Et pour la première fois depuis que vous avez ouvert les yeux dans cette époque sans Wi-Fi, vous ne vous sentez plus seul. Un homme, large, barbu, l'air sévère mais doux, vous donne un morceau de viande séchée. Vous ne demandez pas d'où elle vient, vous mâchez. C'est salé, dur, mais délicieux. Une explosion de protéines qui vous redonne l'énergie d'un buffle, ou au moins d'un canard vigoureux. Une femme, le visage peint de lignes ocre et de points noirs, s'approche. Elle vous montre ses mains tachées. Elle a dessiné, elle aussi. Vous lui montrez votre main charbonneuse. Elle sourit. Un pont silencieux se crée. Vous remarquez alors les enfants. 2, peut-être 3, tapant sur des cailloux comme des musiciens d'avant-garde. Le plus jeune vous regarde avec de grands yeux ronds. Puis il vous lance un fruit. Vous le rattrapez. L'assemblée applaudit doucement. Des rires feutrés. Vous devenez, pour quelques instants, le héros maladroit de la soirée. Et là, autour de ce feu, alors que la nuit tombe doucement, vous sentez quelque chose se détendre en vous. Comme si la fatigue accumulée, la peur, l'isolement, la faim et la maladresse avaient enfin trouvé leur exutoire. Vous êtes accueillis, sans mots, sans conditions. Ce n'est pas une famille, ce n'est pas une tribu. C'est un instant partagé, et c'est tout ce dont vous aviez besoin. Le feu monte, jette des ombres dansantes sur les arbres. Le rythme ralentit, les tambours se taisent un à un. Les corps s'endorment autour des braises. Vous restez là,
allongé sur le sol dur, la tête posée contre votre bras, le ventre un peu moins vide, les pensées un peu plus calmes. Les derniers sons sont des respirations. Et vous aussi, enfin, vous respirez. Le feu crépite encore un peu. Pas le vôtre cette fois, un feu collectif, plus vaste, plus vivant, qui respire doucement sous la veille des derniers dormeurs. Vous ouvrez les yeux dans la pénombre. Pas un réveil violent, pas de grognement félin au loin. Juste ce moment flottant, entre rêve et veille, où vous ne savez plus si vous êtes dans une grotte ou dans un lit, si c'est aujourd'hui ou il y a 15 000 ans. Et puis, la réalité revient en force. Vous avez dormi à même le sol, sur un tapis de feuilles qui chatouille plus qu'il ne soutient. Votre dos crie à l'injustice, vos jambes aussi. Et vos pieds? Ils ont probablement déclaré leur indépendance pendant la nuit. Vous vous redressez doucement. Autour de vous, la tribu dort encore. Des corps enroulés dans des peaux de bêtes, des visages à moitié cachés, des murmures de rêve. L'un d'eux ronfle doucement, comme un petit mammouth en peluche. Mais tout n'est pas si paisible. Vos bras vous grattent, vos chevilles aussi, une démangeaison sourde, persistante. Vous passez la main. Des piqûres. Plusieurs. Alignés. Comme si une armée d'insectes avait organisé un festin sur votre épiderme pendant la nuit. Vous vous levez, tentez de ne pas réveiller les autres, et marchez un peu à l'écart, jusqu'à un ruisseau proche. L'eau est glacée, limpide, et vous y plongez vos avant-bras pour calmer le feu des démangeaisons. Des cloques minuscules apparaissent. Rien de grave, mais désagréable. Un souvenir historique refait surface. Les humains préhistoriques utilisaient parfois de la boue ou des cendres comme répulsifs. D'autres se couvraient simplement de fumée, restant à proximité du feu aussi longtemps que nécessaire. Les débats font rage sur l'efficacité réelle de ces méthodes, mais quand votre corps devient un buffet à ciel ouvert, vous êtes prêt à tout tenter. Vous appliquez donc un peu de boue sur vos jambes, façon spa néolithique. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas joli, mais vous avez l'impression d'agir. Et rien que ça, c'est un soulagement. Sur le chemin du retour, vous remarquez autre chose, une série d'empreintes fraîches autour du campement, de petites pattes, peut-être un renard ou une belette curieuse. Rien d'hostile, mais un rappel. Ici, vous partagez l'espace avec des dizaines d'yeux invisibles. Vous vous glissez à nouveau parmi les dormeurs. Gaspard est loin, remplacé par un grand foyer crépitant, mais vous sentez son esprit dans chaque flamme. Une des silhouettes vous tend une peau chaude. Vous la prenez, vous enroulez dedans. Vous êtes officiellement intégré. Ou toléré, au moins. Les premières lueurs de l'aube s'infiltrent à travers les arbres. Un chant d'oiseaux solitaires perce le silence. Puis un autre, et un autre. Bientôt, la forêt tout entière se réveille. Mais dans le campement, le réveil est lent. Chacun s'étire, grogne doucement, frotte ses yeux, se gratte. Beaucoup se grattent, en fait. Vous n'êtes pas seul dans votre lutte contre les piqueurs invisibles. Des gestes simples s'enchaînent. Souffler sur les braises, découper un morceau de fruit sec, se frictionner les épaules. Vous participez sans trop savoir quoi faire. Une femme vous tend une racine râpée que vous mâchonnez lentement. Une autre vous fait signe d'éloigner les cendres trop vives avec un bâton. Vous obéissez. Les rôles se forment naturellement, sans mots. C'est comme une chorégraphie collective, réglée sur des siècles de répétition. Et puis, sans prévenir, la tribu commence à ranger, ou plutôt à se préparer à partir. Un à un, les objets sont attachés, les peaux pliées, les cendres dispersées. Vous comprenez que ce groupe est nomade. Il ne s'installe pas. Il passe. Il laisse peu de traces, sauf quelques empreintes, et peut-être une chanson emportée par le vent. Vous hésitez, partir avec eux, rester dans votre grotte, ils ne vous forcent à rien. Mais leurs regards sont clairs. Si vous voulez suivre, vous pouvez. Si vous préférez rester, c'est aussi bien. Une anecdote vous revient. Certaines tribus paléolithiques avaient une conception circulaire du foyer. On n'était pas attaché à un lieu, mais à un rythme, à une saison, à un groupe. Les lieux n'étaient que des étapes, jamais des racines. Vous prenez un moment. Vous retournez une dernière fois vers la grotte. Gaspard est éteint,
mais ces pierres sont encore chaudes. Vous touchez la paroi, là où vous avez laissé votre empreinte de main. Elle est encore visible, un peu floue, mais là, vous lui dites au revoir sans bruit, et vous retournez vers le groupe. Vous hochez la tête. Un simple geste. On vous fait signe de marcher à l'arrière. Vous acceptez. Le soleil grimpe doucement. La forêt s'ouvre devant vous. Et vous marchez. Vers quoi? Vous ne le savez pas. Mais vous êtes avec eux. Et pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Le jour se lève vraiment, cette fois. Le genre de lever du soleil qui ne demande pas la permission. Une lumière crue perce la brume, teinte les feuillages de jaune pâle, révèle chaque goutte suspendue à chaque brin d'herbe. Le sol encore mouillé luit doucement sous vos pas. Vous marchez derrière le groupe, enveloppé dans une peau de bête râpeuse, votre bâton en main, la boue encore fraîche sur vos mollets. Chaque pas est un dialogue entre vous et la terre. Elle vous accepte un peu. Vous adaptez, mal, mais sincèrement. Personne ne parle. La tribu avance avec la souplesse d'un groupe qui a appris à ne pas déranger la forêt. Le bruit des pas est amorti. Les gestes sont économes. Le silence est une forme de langage ici, plus puissant qu'un discours. Vous marchez depuis longtemps déjà, quand soudain, le chef, ou celui qui semble l'être, lève la main. Le groupe s'arrête. Devant vous, un promontoire surplombe une vaste vallée. C'est beau, impressionnant même, des arbres à perte de vue, un cours d'eau brillant comme un serpent, quelques fumerolles au loin, peut-être une autre tribu. Un moment de pause. Vous vous asseyez. On partage quelques fruits secs, un morceau de viande fumée, rien de spectaculaire, mais ça vous paraît être un festin. Et alors que vous mastiquez tranquillement votre casse-croûte néolithique, un enfant de la tribu vous tend un petit objet, un galet, lisse, noir, brillant, juste une pierre, mais dans ses yeux c'est un cadeau, un talisman peut-être. Vous le prenez sans trop savoir pourquoi, mais avec gratitude. Les débats modernes restent ouverts. Les objets comme celui-ci avaient-ils une valeur religieuse? Servaient-ils à échanger, à raconter, à jouer? Peut-être un peu de tout. Les archéologues se chamaillent encore sur la signification exacte des galets gravés retrouvés dans certaines grottes. Mais là, dans votre main, c'est simple. C'est un lien. Vous reprenez la marche. Le soleil est haut maintenant. La chaleur commence à peser. Vous suez sous votre cape de fourrure artisanale. Elle gratte, elle colle. Mais vous la gardez, comme un uniforme, un rappel du chemin parcouru. Et soudain, après plusieurs heures, le groupe s'arrête à nouveau. Une clairière. Large, plate, entourée de troncs massifs. L'endroit semble familier, mais ce n'est pas votre grotte, c'est autre chose. Un nouveau point de départ. Les membres de la tribu commencent à s'activer. On dépose les charges, on déplie les pots, on rassemble du bois, le feu renaît, ailleurs. Un feu nouveau, mais familier. Et là, alors que vous les regardez se réinstaller, une sensation vous traverse. Pas de panique, pas de peur, une sorte de boucle qui se referme. Vous avez survécu. Pas héroïquement, pas brillamment, mais réellement. Une journée entière. 24 heures de lutte douce contre la nature, contre vous-même, contre le vide. Et vous êtes toujours là, en vie, fatigué, ridé par l'effort, mais vivant. Un des anciens vous fait signe. Il vous montre une pierre plate. Vous vous asseyez à côté de lui. Il grave quelque chose, lentement, avec méthode, une spirale, un cercle, une ligne brisée. Il vous tend le caillou. À vous maintenant. Alors vous gravez aussi. Rien d'extraordinaire. Un trait, un point, une sorte de soleil. Et vous réalisez que vous venez, sans le savoir, de signer cette aventure. Le soir tombe une nouvelle fois. Le feu crépite. Pas Gaspard, non, mais un cousin, peut-être. Un feu nouveau, nourri d'autres branches, d'autres histoires. Vous êtes enroulé dans votre peau râpeuse, vos muscles relâchés, votre esprit vidé de son trop-plein de vigilance. Les bruits de la forêt sont devenus des sons familiers. Les craquements, les sifflements, les souffles du vent ne vous effraient plus. Ils bercent. Autour de vous, les visages s'adoucissent, la tribu s'endort, lentement. Les enfants murmurent. Les anciens ferment les yeux.
le ciel se couvre d'étoiles. Vous suivez leur rythme, et pendant que le monde s'assoupit, vous sentez quelque chose en vous se détendre entièrement. Vous n'êtes plus un intrus, vous êtes un souffle de plus, dans une symphonie ancienne. Alors vous fermez les yeux, vous laissez les images se dissoudre, les feuilles, les flammes, les empreintes, les chants, tout s'estompe et vous tombez. Pas dans un piège cette fois, dans un sommeil long, doux, sans fin. Bienvenue dans la nuit.